Bonjour à tous, bienvenue dans After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP et le sport moto en général. Eric, on a eu droit à un très très beau GP d'Argentine ce week-end. Ouais, bonsoir à tous. Oui, effectivement, on a eu le droit à un beau Grand Prix pour différentes raisons. Moi, j'aurais tendance à dire un Grand Prix un petit peu ennuyeux malgré tout. Mais On va, on en reparlera, mais il y a des belles choses à voir. on va débattre de ça. Bonjour Thomas, tu es Oui, avec bonjour nous Eric. comme chaque débrief de Grand Prix. Et puis on accueille en grande pompe Michel Turcot. Michel, Bonjour. Excusez-moi, je suis presque en retard. presque en retard. Bonjour Michel, Bonjour les amis. un Grand Prix qui t'a plu ou t'as trouvé ça ennuyeux toi aussi? Ce qui m'a plu, c'est de voir Aleix Espargaro gagner. C'était quand même c'est un événement. Ça fait combien d'années, Doc, il attend ça, notre ami Aleix? En MotoGP, ça fait presque 10 ans, plus de 10 ans qu'il est en MotoGP. Voilà, 200 Grands Prix, 100 victoires, 283 en comptant les saisons précédentes, donc c'est long. On va reparler de chiffres. En parlant de chiffres, vous avez été nombreux, de plus en plus nombreux à suivre After Sunday. On s'en réjouit sur les réseaux sociaux. Plus de 70 000 en une semaine. C'était le cas du premier Grand Prix. C'est encore le cas pour le deuxième Grand Prix. Un peu plus tard dans l'émission, on recevra, qui nous attendent sur le canapé, là-bas, Jean-Marc Deletto et Margot Levanto pour Moto 2, Moto 3, la rubrique Margot GP. Des lots à gagner, 2 places pour le Grand Prix de France Moto qui se déroule mi-mai. Eric, Ça approche, 13, 14, 15. 13, 14, 15 mai, 2 places pour le Shark Helmets Grand Prix de France Moto. Il suffit tout simplement de liker la page, de commenter notre page After Sunday. Michel, tu as repris ton souffle, c'est bon? C'est bon, on peut y aller. On peut lancer le débrief. Le débrief de Michel Turcot, c'est maintenant Michel, un Grand Prix un peu inattendu avec cette victoire d'Aleix Espargaro. On reviendra sur la victoire d'Aleix Espargaro dans le coup de cœur. Je pense que c'est Ouais. pour tout le monde le coup de cœur du Grand Prix. Mais ce Grand Prix était un peu particulier parce qu'il a commencé le samedi finalement. Exactement. On a eu un week-end de 2 jours et non pas de 3 jours comme on les a habituellement. La faute à un retard, la faute à des problèmes de logistique et un retard d'un des 5 avions. Donc, bon, un peu surprenant parce qu'on avait quand même 15 jours entre les deux courses. Donc, c'est vrai que ce genre de problème, on les attend plutôt quand on a deux courses qui se suivent d'un week-end à l'autre. C'était d'ailleurs déjà arrivé des petits soucis entre l'Argentine et le Texas. Mais là, voilà, 15 jours, on ne pensait pas que ça puisse arriver, mais c'est arrivé. Donc, un des avions est resté en carafe au Kenya. Alors, c'est un peu compliqué ces histoires de transport aérien aujourd'hui, notamment à cause de la guerre en Ukraine, parce qu'on sait que la majorité des avions, enfin 20% des avions qui sont concernés par le fret sont des avions russes, donc on ne peut plus enfin ils sont bien évidemment au banc de l'Europe, donc on ne les utilise plus. Et là, en l'occurrence, Dorna a fait appel à une compagnie du Kyrgyzstan, je crois. Kyrgyzstan, ça y est, je vais pas y arriver. Donc voilà, une compagnie qui avait été d'ailleurs interdite de vol entre 2012 et 2020. Bref, des avions, en plus, bon, les 747 qui transportent le matériel sont quand même aujourd'hui des très vieux avions, ils ont plus de 35 ans. Bon, enfin, ils sont quand même, s'ils sont autorisés à voler, c'est qu'ils sont censés le faire. Mais là, il y en a un qui est tombé en panne, donc il a fallu renvoyer un des 4 avions qui était déjà en Argentine pour récupérer le matériel qui était resté en carafe au Kenya. Mais cet avion, à son tour, est tombé en panne. Donc là, on a ramené des pièces de Londres et de Paris. Bref, ça a pris du retard et tout ça est arrivé sur le circuit dans la nuit de vendredi à samedi. Pendant un bon moment, on s'est dit il n'y aurait pas de Grand Prix. Comment faire Alors, c'était pas tant de faire des essais sur une seule journée, mais comment permettre à des équipes, parce que des équipes avaient tout leur matériel et d'autres avaient absolument rien, comme l'équipe de VR46, une partie des Ducati. Chez Tech 3, il manquait des motos de Raoul Fernandez. Après, chez Michelin, il manquait des machines pour monter les pneus. Bref, ça demandait à pas mal d'équipes de travailler. Ils ont récupéré le matériel, je crois, vers 3 heures du matin. Ça, Donc, nuit blanche, installer les box dans la nuit. C'est vrai qu'on pouvait se demander si, en termes de sécurité, des mécaniciens qui allaient passer une nuit blanche étaient en mesure d'être à 100% sur leur boulot sur les séances d'essai MotoGP, enfin Moto2, Moto3 d'ailleurs, hein, quelle qu'elle soit, même le championnat de France, c'est vrai que voilà, il y a la sécurité avant tout.
Donc éventuellement pour ça on pourrait avancer un carton rouge. Après c'est vrai que cette histoire de fret elle est un peu malheureuse, hein, on l'a dit, voilà, 2 avions en panne au même endroit, 15 jours d'intervalle, c'était un peu. Est-ce qu'il faut être inquiet pour Alors, Austin? il y aura un peu enfin, a priori, il y a déjà un peu de retard annoncé, mais après, il faut savoir aussi que le contexte de ce Grand Prix d'Argentine, c'est, David, tu connais l'endroit, c'est C'est vraiment, reculé. Ouais. enfin, oui, en plus, c'est un public de passionnés, enfin, ils sont très très chauds, les Argentins. En plus, c'est un Grand Prix qui draine aussi des Brésiliens, des Uruguayens, donc c'était plein, hein. Les gars, ils avaient réservé leurs billets. 67 000 spectateurs, hein, je crois. Ouais, je crois que c'est ça sur le Sur le dimanche. Ouais, je crois que c'est ça sur le dimanche. Ouais, sur le dimanche, puis sur les 3 jours, Ouais. on est monté à 180 000, je crois. On avait déjà leur billet. Donc, si jamais il n'y avait pas de Grand Prix, parce qu'il n'y avait pas la solution de faire la course le lundi, puisqu'il y avait le Texas la semaine suivante. Donc, annuler le Grand Prix, ça voulait dire rembourser tous ces gens-là, dédommager le promoteur local. Ça faisait Compte beaucoup tenu d'argent. ouais, ça fait. Donc, je pense que Espeleta, voilà, il fallait que la course ait lieu pour tout le monde, déjà pour pas pour pas être lynché sur la place publique. Bon, enfin voilà, donc on a eu un Grand Prix qui s'est déroulé en 2 jours avec voilà, des séances d'essai, seulement 2 séances d'essai libres pour le MotoGP qui déterminaient donc la Q1. Donc c'est vrai qu'il fallait être prêt rapidement. En plus avec un circuit qui n'avait pas été utilisé depuis très longtemps, qui était sale, abîmé. C'était un Grand Prix un peu spécial, mais on a souvent des Grands Prix spéciaux en début d'année sur les circuits outre-mer, hein. Déjà en Indonésie, on a eu une course un peu particulière aussi à cause de la pluie, à cause du revêtement qui s'est dégradé. Donc c'est vrai que voilà, on a un début de saison très spécial. Le coup de cœur d'Aleix Espargaro, victoire d'Aleix, victoire du pilote espagnol, 200e Grand Prix. Il en a profité pour faire une pole position et puis il a gagné. C'était exceptionnel. Ouais, c'était son week-end. En plus, son 200e Grand Prix, comme tu dis, donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu fétiche, hein. Voilà, c'était aussi son 283e Grand Prix au total. Donc une longue carrière, jamais récompensée, très peu de podiums aussi. Il fait la pole, tu l'as dit, c'était sa troisième pole en MotoGP avec des machines différentes. Et la première avec une Suter à moteur Yamaha, la seconde avec une Suzuki, et la troisième avec cette Aprilia. Et puis voilà, il était annoncé comme le grand favori de la course, par rapport aussi à la fois de par le chrono qu'il a réalisé en qualif, mais aussi au rythme qu'il avait eu tout le week-end, donc il était prêt. C'est vrai que grosse pression, quoi, parce que tout le monde lui a dit, bah voilà, celui-là c'est le tien, donc prendre le départ. Et comme il a dit, quand j'ai pris la tête à 5 tours d'arrivée, bah, c'était un truc que j'avais jamais fait, quoi. Donc on imagine la pression, en tout cas il a super bien géré. Derrière, Jorge Martin n'a pas lâché. Il espérait une faute qu'elle n'a pas commise et voilà, il gagne. Donc c'est super. Tout le monde était content pour lui. C'est presque ça qui l'a le plus touché. Et notamment l'hommage qu'elle a rendu Jorge Martin a été assez émouvant. Jorge Martin lui a dit voilà, qu'il était très heureux pour lui parce qu'il se rappelle qu'Aleix, quand il était jeune, il a aidé. Martin, il vient d'un milieu modeste. Il lui dit il m'a même donné à manger, quoi. Donc vraiment, il s'est occupé de lui comme un petit frère. Et bon, voilà. Et tous les pilotes se sont montrés très très heureux pour Aleix. Alors, est-ce que cette victoire va changer la face du monde? Enfin, la sienne, pas du tout. C'est ce qu'il a dit. Il a 32 ans, il ne se fait pas d'illusions. Voilà, il sait qu'il lui reste une ou deux années. Sa priorité aujourd'hui, c'est sa famille, sa femme, ses 2 gosses, c'est se faire plaisir sur la moto. Donc cette victoire, elle ne va rien changer. Il dit, j'ai la plus belle des vies, je vis de ma passion. Voilà, j'ai une famille super. Donc voilà, c'est une belle histoire. Et puis il a rien lâché, surtout toutes ces années. C'est Ouais. Après, c'est une vraie force, c'est une l'abnégation. bête, enfin, pour l'avoir rencontré à ses débuts, c'est un hyperactif, Aleix, comme son frère d'ailleurs, Paul. C'est vrai que c'est des gros passionnés, quoi. On voit qu'il fait du vélo à un niveau aussi super relevé. Il aurait même des propositions de rouler dans des équipes officielles. Donc c'est une bête de travail. Physiquement, je pense que c'est le plus affûté du paddock. Et voilà, il lâche rien et il a porté ce projet Aprilia depuis 6 ans. Et c'est bien qu'il soit récompensé qu'il récompense à la fois Aprilia qui avait cette première pole en MotoGP et puis lui cette première victoire. C'est voilà un super beau week-end.
On parlait, tu sais, de MotoGP Unlimited la dernière fois, et Oui. notamment de l'épisode d'Aprilia, où on le voit dans le box hurler systématiquement, etc. Autant là, ce week-end, il a traversé les 2 jours où il devait y avoir encore plus de pression, comme tu le disais, puisque le timing avait été complètement au fond, et d'une façon très calme. Et surtout, il a été impressionnant parce qu'il a été, hormis une session, je crois, sinon il est tout le temps devant. Après, c'est un sanguin, Aleix, mais c'est aussi c'est un gars avec un cœur énorme, quoi. La manière dont il a accueilli Vinales, je pense qu'il y a peu de pilotes qui l'auraient fait. D'ailleurs, c'est aussi un épisode qu'on voit bien dans la série de MotoGP Unlimited, quand il arrive à cette séquence à Noël qu'on a pu voir ensemble, hein, où ils accueillent Vinales. Ouais, voilà, c'est assez touchant, quoi. Alors, c'est vrai qu'il est. Il s'en prend un peu à Marquez aussi dans MotoGP Unlimited. Hein. Ouais, alors c'est vrai qu'on lui reproche de toujours un peu râler. À de- Zarco, à voilà, Marquez. Ouais, c'est vrai qu'il a un côté, on peut pas avoir des qualités, mais à côté de ça, voilà, c'est un super gars qui a un gros cœur. Et, On reste chez Aprilia avec toi, Thomas. Tu as préparé des statistiques. Oui. Tu étais content que Aprilia gagne le 200e Grand Prix de la carrière d'Aleix Espargaro. Ça Écoute, t'a arrondi tes stats. En fait, ouais, effectivement, parce que comme Michel le souligne, c'est le 200e. Alors, je préfère juste Ouais. 200e départ en catégorie Rennes. Ouais. Parce qu'effectivement, comme disait Michel, c'est son 284e, je crois même plutôt que de sa carrière. Mais c'est surtout, Aprilia, quoi. Donc, du coup, là, c'est vraiment quelque chose de pole position, comme tu le disais, victoire, quelque chose qui n'était jamais arrivé. Donc, sur les 2 dernières saisons, on a tous les constructeurs qui ont gagné, quoi. À part Suzuki, bon, on met une petite parce qu'ils n'ont pas gagné rien, mais voilà, ça reste intéressant sur le MotoGP d'aujourd'hui. Alors, on va rentrer un peu dans les statistiques. Ouais, Allez, c'est l'instant stade de Thomas Morcellino. Grand Prix, enfin début de saison particulier, on est sur 3 victoires de 3 constructeurs européens différents. C'était jamais arrivé depuis 1952, donc à l'époque c'était AJS, Norton et Gilera. Donc là, il faut remonter, faut remonter à très très loin. Il était pas né, non? David, oui, non? Oui. Donc ça reste quand même, enfin voilà, c'est très intéressant. Et autre chiffre aussi intéressant, c'est le fait qu'on est sur 3 courses et 9 pilotes sur le podium différents. Et ça, pareil, dans l'histoire, c'est arrivé que très peu. En fait, au total, en comptant cette année, c'est arrivé en 51, en 52 et en 2022. Sinon, on a toujours au moins quelqu'un qui réitère ou qui récidive sur le podium. Donc, 2 néo-vainqueurs cette année aussi. 2 néo-vainqueurs, Bastianini et Aleix Espargaro. Pareil, un autre chiffre intéressant depuis que Marquez est plus là, en tout cas est blessé, on est sur 9 néo-vainqueurs, donc 9 nouveaux vainqueurs. C'est autant qu'entre 2009 et 2019, donc avant que Marquez se blesse. Donc On se rappelle des périodes des 4 fantastiques. C'est exactement ça, on est sur les aliens. Les aliens, ouais. C'est ça. Et donc là, du coup, on est sur un renouveau du MotoGP. Donc c'est tous les constructeurs ont figuré sur le podium cette saison. Voilà, que dire. Tout le monde se dit qu'il peut gagner, en fait. Tous les pilotes du plateau. Quasiment. Peut-être pas Darren Binder, mais peut-être ni, pas tous, je mais, pense, Dovizioso, il ne doit plus trop se le dire non plus, mais Il l'a fait déjà. oui, Oui, il l'a fait, bien il est fait. bien fait, ouais. C'est ce que j'allais. Et des Espagnols aussi, non? Oui, alors oui, Hein j'en ai tout un tas. Hein. J'ai 8 pages de stats. Effectivement, on est sur un quadruplé espagnol. Mine de rien, on est Aleix Espargaro qui gagne devant Jorge Martin et Alex Rins. Et puis au pied du podium, on a Joan Mir. Donc on est effectivement sur un quadruplé espagnol. C'est la première fois depuis depuis Aragon 2020. Pardon. Donc c'est quand même assez fréquent, mine de rien. Et je voulais juste rajouter quelque chose, parce qu'Aleix Espargaro mène le championnat du monde. Oui. Et c'est la première fois qu'Aprilia mène le championnat du monde en catégorie Rennes. Mais surtout, ce qui est assez impressionnant, encore une fois, c'est qu'on n'a pas un seul constructeur japonais, pilote d'un constructeur japonais qui est dans le top 3 du championnat. Donc, voilà, c'est encore une fois. Les grandes années rivalité Yamaha-Honda, c'est derrière. Ça appartient au passé. Ouais, c'est ça. Alors justement, tu parlais, Thomas, d'Aprilia, qui mène le championnat, qui a gagné. David, toi, tu as eu la bonne idée de rencontrer avant ce Grand Prix Max Biaggi, et on va regarder tout de suite. Ouais, c'était quelques temps avant. Quelques temps avant. Il Allez. parlait Voilà. d'Aprilia qui revient en forme. Voilà. Mais tu as eu le nez creux. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Donc on regarde tout de suite l'échange entre Max Biaggi et David Dumas.
It's very good signal to see Aprilia back in front. The job they make during the winter make this happen, and all the effort it's been doing with the technician and engineering, I think it pay back. I remember it was 1994. They didn't achieve to get the world championship, and so I was in the right moment. I was the right man and with the right bike, and then we open up some world championship, and we keep winning racing, and the rest is history, you know. And this brand also keep winning, also of course without me, and you know, and it's a brilliant career, not only for myself but for this brand. In every factory, in every team, the person is the part of the key point, you know, because only the technical side is one matter, but also is the human being is very important, and the technician and the crew chief, they need to catch the right moment at the same time of the rider. So basically, it's about also feeling. Then it's not something that you can measure on a computer or on data recorder. So it's very important the linkage between technician and the riders. So if this can come together, already is a step forward. So sometimes people thinking it's only the best bike or the best rider, but it's not always like that. I still do it. I never stop. I race to catch my daughter and my other kids. You know, they run so fast. So this is the only racing I'm doing. No, so far, no. My idea is just to ride in the bike sometimes, but no competition. I have no idea to compete anymore. I appreciate to watch the other guy racing. En plateau avec Jean-Marc Delétang, on a eu du mal à savoir comment on allait te présenter. Jean-Marc, on te connaît tous comme pilote, Ouais. pilote Enfin, vieux. en championnat de France, en championnat du monde, Superbike, Grand Prix, bien sûr. Et ensuite concessionnaire, tu as préparé ta reconversion. Ouais, pendant, ouais. Tu es devenu directeur de course avec la Fédé, puis au Grand Prix de France moto. Oui, ça fait déjà. J'entame ma 7e année là. Ta 7e année Déjà. Ouais. en direction de course, Oui. on était venu te voir. Et puis, tu as lancé aussi Envie de rouler, c'est de la location moto un peu partout en France. Ça marche? Oui, on a 88 agences aujourd'hui. Hein. Ça se développe très rapidement, mais ce qu'il y a, c'est que le concept est agréable pour le moment, parce qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de difficultés en termes de logistique, encore une fois, au niveau des machines et tout, et les clients trouvent leur bonheur à travers la location. Ouais. Est-ce que tu as commencé, c'est une question qui doit intéresser tous ceux qui font du pilotage, est-ce que tu as commencé à penser à ta reconversion pendant que tu étais pilote ou une fois que tu as arrêté? Non, c'est pendant, en fin de compte. En 93, en 92, je gagne la Coupe du Monde Suzuki. 93, je gagne mon premier ball avec Suzuki. Et tout de suite, c'est vrai que c'était l'époque de Christian Lavieille, tout ça, ils partaient tous dans le sud se mettre au soleil et tout. Et quelque part, comment? Christian, il y était déjà, lui. Ah non, c'est dans les mêmes périodes. Hein. Ouais. On a vraiment, c'était au début de nos carrières et du coup, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de pilotes qui partaient se réfugier au soleil parce que c'est vrai que bon, moi j'habite dans la région centre et parfois la météo laisse un peu à désirer. Donc du coup, dès que j'ai commencé à gagner des courses, j'ai tout de suite pris conscience que s'il pouvait y avoir une mauvaise chute, c'est l'après. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Claude Olivier. Et Jean-Claude a C'est un tout de patron suite, de Yamaha. ouais, l'ancien patron de chez Yamaha, malheureusement qui a disparu, mais Jean-Claude a tout de suite décelé chez moi ce côté à la fois pilote, mais aussi pas chef d'entreprise, mais voilà, quelqu'un qui avait envie d'avancer. Et du coup, Chef d'entreprise. ouais, mais plus que ça. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, maintenant, c'est sûr que quand je vois 20 ans après,
même presque 30 ans après, il avait le nez creux. Jean-Claude était vraiment visionnaire et du coup, il m'a donné les moyens parce que bon, vous savez que tous les départements sont gérés par des secteurs, enfin c'est un peu compliqué au niveau des contrats. Et à l'époque, il y avait sur le 41 concessionnaires en place qui ne travaillaient pas très bien. Et il m'a dit, allez Jean-Marc, faut que tu te lances. Et en 95, j'ai ouvert ma première concession. Donc sur le 41. Ouais. 41 comme le numéro d'un certain Allez chez Spargaro. Allez chez Spargaro. Oui, La oui, transition oui. est toute trouvée. Ouais. On reste chez Aprilia. Ça Ouais. t'a réjoui cette victoire Ouais, c'est d'Espargaro? bien parce que en fin de compte, tu t'aperçois que c'est un vieux pilote, comme vous disiez tout à l'heure, qui est sanguin, mais qui lâche rien. J'ai eu peur l'année passée parce que je me souviens d'un Grand Prix où il avait, je crois que c'est Austin, où il a tout le temps chuté. 5 Ouais, chutes, ouais. 5 Ouais, chutes où dans il n'a le pas week-end. arrêté. Le pauvre, il faisait mal au cœur parce que cette année, il y a quand même un niveau qui est incroyable. Et le fait que c'est vrai qu'à chaque Grand Prix, ils peuvent tous se dire on peut gagner. Donc il y a eu un bon travail. Mais déjà pendant les essais hivernaux, on avait vu que l'Aprilia avait beaucoup progressé. Et les chronos étaient là. Donc effectivement, les 2 premières courses ne l'ont pas trop réussi. Mais malgré tout, aujourd'hui, il est en tête. C'est une surprise alors du coup cette victoire Aprilia, Michel? On va dire oui, même Massimo Rivola a reconnu qu'elle est arrivée un peu plus tôt que prévu. Voilà, on l'a dit, un Grand Prix un peu particulier, des conditions. Voilà, c'est eux qui ont le mieux tiré profit de cette seule journée d'essai, on va dire. Ils ont été tout de suite prêts. Est-ce que avec 2 journées, ça se serait passé de la même manière? Bon, personne ne le sait. En tout cas, ça récompense effectivement le travail de 6 années de ce projet que mène Espargaro. D'ailleurs, il a dit, moi, quand j'ai signé chez eux, personne ne voulait aller chez Aprilia. Et il me dit aujourd'hui, je suis content parce que d'ailleurs, il a reçu des messages de Reading, qui d'autres Tous les ans. pilotes qui sont passés chez lui, chez Aprilia, qui l'ont félicité. Et il dit voilà, aujourd'hui, je suis content parce que je suis certain qu'il y a des gamins du Moto 2 qui vont avoir envie de, quand on va leur parler d'Aprilia, ils vont se dire ouais, pourquoi pas, ça me plairait d'aller signer chez Aprilia. Donc c'est vrai que pour lui, qu'on ait changé notre regard sur la marque, c'est super important. Après, c'est aussi, on parle beaucoup d'Aleix Espargaro. Après, derrière ça, il y a aussi la restructuration du groupe, de l'usine, avec l'arrivée notamment de Massimo Rivola, qui lui venait de chez Ferrari, qui a restructuré à la fois le service course et qui a permis à Romano Albesiano, qui était à l'époque l'adjoint de D'Aligna quand D'Aligna est parti chez Ducati, qui était lui sur le produit, qui s'est retrouvé à la compétition, à gérer à la fois le développement du moto de course. Pascal Albesiano, c'est aussi celui qui a permis à Biaggi d'être champion du monde avec la RS4 Superbike. et Sylvain Gantoli de la même manière. Donc il avait développé cette moto, mais il s'est retrouvé à un moment donné, quand D'Aligna est parti, à s'occuper à la fois de la politique, de la technique. Et c'est vrai que l'arrivée de Massimo Rivola lui a permis de se recentrer sur la technique. Et voilà, il y a eu aussi, Rivola a fait venir des ingénieurs de l'automobile, ils ont travaillé sur l'aéro, enfin ils ont recruté des personnes clés et voilà, il fait en sorte que le travail paye aujourd'hui, quoi. C'est un travail de fond. Ouais, et puis pour parfaire tout ça, il faut aussi signaler que Vignales il fait 5. C'est aussi une constance. C'est pas que, comme on l'a dit, par exemple Marquez chez Honda, Fabio chez Yamaha. On voit que l'Aprilia, elle est vraiment bien, quoi. Oui, et je pense que l'arrivée de Vignales aussi a mis un petit coup de boost à Espargaro, quoi, parce que voilà, c'était un aiguillon. Il avait jusqu'à présent des coéquipiers plus faibles. Là, d'avoir un Cador à côté de lui, il s'est dit maintenant je vais pas laisser ma place. Donc c'est vrai qu'il y a une saine émulation, il y a une bonne entente parce qu'Espargaro, on l'a dit, c'est un garçon très humain et qui a fait sa place, qui a laissé la place qui a laissé Vignales prendre la place qu'il méritait. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une bonne ambiance. Alors après, on verra combien de temps ça va durer parce que Vignales, il est toujours un peu imprévisible. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien et on verra la suite. Tu as vu rire, Jean-Marc? Oui, un peu, c'est vrai. C'est tellement vrai. C'est vrai que dans les teams, je pense qu'effectivement, ça a vraiment donné un coup de boost, l'arrivée de Vignales. Mais après, on va bien voir dans les grands prix qui viennent s'il y a toujours cette même osmose entre les deux pilotes. Mais ça, c'était très beau à voir ce week-end. Alors, on va donner des notes. C'est le doc qui va donner ses notes et on va réagir sur les notes. C'est le carnet de notes du doc. La meilleure note? Ah, ok, Je donc crois que je distribue les copies comme ça. Ouais, voilà, c'est toi le prof. La meilleure note, de toute façon, je vois pas comment on pouvait y échapper, même si on l'a déjà traité maintes fois, c'est Aleix Espargaro. 10 sur 10, parce que c'était son week-end, puisqu'il a fait un week-end quasi parfait, et qu'il offre à Aprilia sa première victoire, donc voilà, rien à dire. Ensuite,
Eh ben écoute, t'en as pas parlé Michel, mais moi je voudrais mettre juste un petit peu au-dessus de la moyenne à Bagnaia parce que mine de rien il sauve les meubles parce que depuis le début de la saison il marque qu'un seul point. Il avait marqué qu'un seul point avant l'Argentine et là il a réussi après des qualifications quand même manquées à remonter et à terminer pas trop loin. Donc ça reste une bonne performance, il sauve les meubles, mais c'est pas là où on l'attend, c'est pas là où on l'espérait. C'est combien la note là? Moi, je lui mets 6. Je lui mets 6. Ouais, c'est la moyenne. c'est plus. C'est la encouragement, moyenne, tu mettrais la moyenne, c'est ça. toi, Michel. Comment? Bagnaia, la moyenne. Ouais, la moyenne, il la mérite parce que c'est vrai qu'il fait une course, Une course solide. après la galère de la journée de samedi, il fait mieux que sauver les meubles. Mais ça reste quand même pas le premier pilote GP22, encore une fois. Non. Et alors son coéquipier, tu mets quelle note? Eh ben, écoute, Jack Miller, moi je vais être dur, hein, je suis désolé, mais je suis obligé de mettre des notes. Ah ouais, c'est toi le prof. C'est toi qui vas leur montrer. C'est toi qui vas leur toi qui corrige les Non, copies. mais 0 pour Jack Miller. Ah, Parce- 0. Ouais, parce qu'en fait, Jack Miller, on voit qu'il est un peu comme Bagnaia, on voit qu'il y a un peu de pression, mine de rien. Et il a commis une erreur, notamment en qualif. Ouais, avec Fabio. Avec Fabio, il l'a gêné, il s'est pris une pénalité, il a pris 3 places sur la grille. Et c'est Il pas fébrile un peu. Ouais, il fébrile, puis surtout, on voit que c'est, encore une fois, c'est Martin, Zarco qui sont devant. Donc après, bon, je suis peut-être dur, hein, Michel. Non, mais tu as raison, mais fébrile pour moi, c'est. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il est plus là, Miller. Peut-être, ouais. Et depuis qu'il est chez Ducati, rappelle-toi, on avait la même discussion l'an passé. On s'attendait à ce que ça soit lui qui prenne le pas sur Bagnaia, qui soit la figure de proue. Et en fin de compte, il a totalement disparu des écrans. Il est super trop, irrégulier. en il est fait. trop à la cool et je pense qu'il en fait presque trop dans l'équipe à vouloir être sympa. Avec Bagnaia, on l'a vu après quand Bagnaia cale en Q1, il va le voir, il lui explique tu l'aurais passé comme si là. C'est presque too much quoi. Je pense qu'il n'est pas assez concentré sur ce qu'il fait est-ce que c'est pour lui un moyen d'évacuer la pression, je sais pas, mais moi je le trouve un peu absent quoi. Et puis ça se tend avec les Après pilotes, 0 on c'est l'a dur vu. quand même Doc. On l'a- Mais bon, C'est pas J'assume. Parce qu'ils s'entendent normalement avec Fabio Quartaro, ça fait 2 fois qu'ils s'accrochent. Oui. Avec Mir, c'est un peu. Ouais, là il y avait de la compliqué. après il y a de la nervosité l'électricité. sur des séances comme ça. C'est vrai que quand tu as 10 minutes pour faire ton chrono et que tu prends un drapeau jaune et qu'après il te reste plus qu'un tour. Et en plus Fabio a expliqué qu'avec sur la piste telle qu'elle était, c'était le premier tour lancé qui comptait. Après c'était foutu pour les pneus quoi. Mhm. Donc voilà, si tu es gêné dans ton tour chrono et que tu sais que de toute façon aujourd'hui en MotoGP, si tu pars au-delà de la troisième ligne, troisième ligne, tu peux plus espérer le podium. C'est compliqué quoi. C'est vrai qu'il y a de la pression quoi. Et alors, avec cette note un peu sévère là, Non. j'avais du mal. On n'a pas parlé des Français, mais quelle note pour les Français? Pour les Français, bah écoute, moi je mets un tout petit peu moins que la moyenne pour Yamaha. Je vais englober ça. Pas les Français. ça. Ouais, non, mais je veux dire, il y a Fabio. Il est pas Fabio, là, ça Fabio, reste- encore. Fabio, c'est Politiquement c'est le meilleur représentant Yamaha. Encore une fois, il sauve les meubles. Bon, donc il y a Morbidelli qui a crevé, sauf erreur de ma part. Il y a Dovizioso qui a oublié de désactiver son all-shot device. Donc qui est repassé au box pour le désactiver. Enfin voilà. Et Binder, bon, qui fait encore ses débuts, même s'il a fait une belle performance en Indonésie. Mais voilà, encore une fois. Donc, moi, Quartararo. voilà, un peu comme Bagnaia, il sauve les meubles de Yamaha. Il sauve l'honneur. Mais c'est. Encore une fois, on voit qu'il y a une difficulté chez Yamaha. Et dès qu'il y a des grosses lignes droites conséquentes, comme il le dit, C'est le truc qui est plutôt surprenant sur cette affaire, c'est que la journée de samedi, il était pas mal. oui. Il, Ouais, il avait un bon rythme, il pouvait viser un podium. Comme il le disait lui-même, d'ailleurs. Et puis le lendemain, alors apparemment les conditions de piste étaient très différentes dimanche. Tous les pilotes l'ont dit. Alors est-ce qu'il faisait un peu plus chaud? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce qu'avant il y a eu des 2 courses, Moto 2, Moto 3, comme souvent Ça ça, avait gommé ça- un peu. ça perturbe un peu le grip. Donc Fabio dit qu'il était mieux sur la fin de course quand il y a eu un peu plus de gomme sur le sol. Mais voilà, sinon c'est vrai que des problèmes de grip. Alors il parlait de moteur avant, maintenant c'est des problèmes de grip. Voilà, c'est vrai que chez Yamaha c'est quand même pas terrible. Mais en même temps chez Ducati non plus, chez Honda c'est pas mieux. Oui, mais bon, après, tu vois, chez Ducati, on reste quand même sur une série où ils sont figurés sur le podium sur les 9 dernières courses, tu vois. Donc, il y a Parce toujours. qu'ils sont 8 pilotes aussi. Oui, bien sûr, mais il y a toujours. Et d'ailleurs, ce que faisait remarquer, je ne sais plus quel pilote samedi soir, c'était l'avantage
L'avantage de Ducati sur des grands prix où il y a une seule journée d'essai, c'est que tu récupères les datas de 8 pilotes. Donc forcément, tu peux faire une moyenne et dire, ben voilà les gars, dimanche matin au warm-up, on part avec ça parce que c'est ce qui semble le mieux fonctionner. Sauf que chez Ducati, tu n'as aucune moto qui est pareille. Entre la 2022, soit les officiels qui sont à moitié hybrides. Il y a quand même un peu des bases. Quoi. Je peux poser une question à Jean-Marc? Bien sûr, Eric. Je voulais juste poser une question parce qu'on parlait justement de l'affaire Miller-Quartararo avec la pénalité. Quand on est directeur de course, c'est facile ce genre de décision à prendre. Comment ça se passe là maintenant qu'on peut passer de l'autre côté du décor? Il faut savoir que c'est pas forcément une décision qui est prise par le directeur de course. C'est-à-dire qu'il y a des film stewards, c'est-à-dire qu'il y a un comportement du pilote sur la piste qui est toujours regardé. Et comme en championnat de France, c'est qu'il y a un moment donné, nous, on va interpréter l'erreur ou le comportement du pilote sur la piste. Et après, c'est pas nous qui allons traiter le sujet. Il est traité derrière avec beaucoup plus de calme et ils vont regarder vraiment l'incidence que ça a par rapport à la course. Mais au MotoGP, de toute façon, cette année, ils ont décidé de ne rien laisser passer. Combien vous êtes en direction de course à consulter les écrans, Jean-Marc? Alors, ça dépend ça dépend l'épreuve en elle-même. Au Grand Prix de France. Au Grand Prix de France, à consulter les écrans. Consulter les écrans. Alors, ce qui sert de contrôle de la course. Je vais travailler avec Mike Webb à côté, et qui maintenant a confiance en moi. Donc, quand les courses démarrent, voilà, il est là au départ parce que ça reste toujours des moments qui sont assez difficiles à appréhender. Après, voilà, il va chercher un café, il regarde si tout est OK. Par contre, derrière, en termes de film steward et tous ceux qui contrôlent ces fameuses track limits et tout ça, là, ils sont beaucoup. Ils sont une dizaine à peu près. Ouais. Une dizaine. Ouais, regardez tous les écrans. Une dizaine de personnes qui sont scrutent tous les derrière, écrans. parce que si vous regardez la direction de course pour le MotoGP, on a 30 personnes à peu près. Entre les gens qui s'occupent de la piste en elle-même, il va y avoir, donc moi j'ai mes adjoints qui sont là aussi pour assurer tous les messages qu'on doit passer aux pilotes dehors. Parce que s'il y a des reculs de place, s'il y a des pénalités, des longues laps ou quoi que ce soit, il faut annoncer ça aux pilotes en bord de piste. Donc moi j'ai des adjoints qui travaillent avec moi. Et ensuite derrière, on va avoir tout ce qui est médecin, on a tous les commissaires qui s'occupent des flags, des tracks. C'est une belle organisation. Puis après, derrière, il y a aussi les gens de la Dorna. On a Loris Capizza aussi. On a Espeleta. Il y a un peu de monde. Ouais. Alors, on termine le carnet de notes avec l'autre Français, avec Johan Zarco. Moi, écoute, tu me surprends parce que j'ai pas donné de note. Moi, j'avais une mention honorable, mais j'avais pas. Ça met un 0 à Miller. Ouais, c'est ça, c'est facile de mettre des 0 aux Australiens qui sont loin, mais par contre. T'as peur des coups. Il a peur de le croiser à la conférence de presse chez le Grand Prix de France. Michel qui est courageux. Michel. Pour qui? Pour Johan. Johan, il mérite un 4, il mérite pas la moyenne. D'ailleurs, il a reconnu, il a fait une connerie, il fait une erreur, il tombe. Il n'a pas trop compris pourquoi d'ailleurs. Il était un peu trop vite au point de corde, il perd l'avant. Après, il attendait beaucoup de ce Grand Prix d'Argentine parce que c'est un circuit qu'il aime, sur lequel il a fait un podium avec la Yamaha. Et là, il dit qu'il a manqué de temps. C'est vrai que Johan, il fait plutôt partie des pilotes un peu laborieux sur la mise au point. Et là, les séances raccourcies, ça lui a pas réussi. Je fais ma mention honorable ou pas? Oui. C'est vrai. Donc Marco Bezzecchi, juste pour parler des rookies, parce que Marco Bezzecchi, mine de rien, il fait 9e. C'est son premier top 10 et il reprend la place de leader. Enfin, il prend la place de leader en termes au classement des rookies. Voilà. Et samedi matin, à 3h du matin, le box R46 était vide. Exactement. Totalement vide. Et Marini fait une première ligne, son coéquipier, donc c'est... Si on peut parler de Marini vite fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que Marini, mine de rien, depuis ses débuts en MotoGP l'année dernière, il a toujours terminé ses courses. Ah oui, une bonne stat ça. Alors, on revient à quelqu'un que connaît bien Johan Zarco, Lorenzo Felon, Michel, que tu as rencontré chez Shark, dans le sud. Et bien, on en a profité pour lui poser quelques questions. Il est encore un peu timide, Lorenzo. Alors, il n'a pas encore marqué son premier point. Tu le guettes, Doc. Ah oui, je le guette. Mais nous, on le guette aussi. On est allé à sa rencontre. Michel, tu es allé à sa rencontre. On l'écoute. C'est vrai que la sécurité, c'est très important. Je pense que c'est l'élément principal d'un casque. Ensuite, après, c'est vrai qu'il y a l'esthétique. Moi, souvent où j'ai des grosses chutes, c'est à l'entraînement. C'est vrai qu'avec le supermotard, je tombe franchement violemment. Je fais des gros high side des fois.
Et c'est vrai que d'avoir la chance d'être protégé par un Shark, c'est quand même top parce que je touche du bois, mais j'ai jamais eu aucun souci. Et franchement, ouais, même après des grosses chutes, le casque a toujours fait son job. Donc, franchement, ouais, c'est top. Ben, j'ai la chance d'avoir un très bon relationnel avec Manu du Racing Service. Euh, et franchement, il fait un super bon boulot. C'est vrai que d'être assez proche avec celui qui te prépare tes casques pour la course, c'est vraiment important parce que voilà, tu peux demander plusieurs choses que tu voudrais pour, par exemple, des tir-off ou, ou des accessoires, par exemple, pour la météo. Quand je finis une séance, souvent, ben, c'est mon père qui ramène le casque au Racing Service. Ensuite, ouais, il le sèche, parce que je transpire beaucoup, moi, souvent. Ensuite, il le nettoie avec le produit et tout. Et ensuite, ils mettent les tir-off. Moi, souvent, pour une séance d'entraînement, durant le week-end, je demande juste un seul tir-off. Moi, ça me suffit. Et en course, j'en demande deux, au cas où, suivant la distance de course aussi, si il y a plus ou moins de bestioles, quoi, pour pas que ça dérange. Lorenzo Felon, notre représentant français en Moto 3, le lien est tout trouvé pour la rubrique de Margot. Bonjour Margot. Bonjour. C'est Margot GP, tout de suite. On vient d'écouter Lorenzo Felon. Tu guettes toi aussi son premier point. Lorenzo, on commence par le Moto 3, donc, comme la dernière fois. C'est ça, avec une belle course, encore de beaux duels en tête lors de ces 21 tours sur le circuit de Termas des Riondo. Mais c'est surtout dans la deuxième partie avec Sergio Garcia et Denis Foggia. Foggia d'ailleurs qui a commencé à remonter fort, plus au niveau, à peu près au niveau du 11e tour, parce qu'il était dans la deuxième partie dans un deuxième groupe, pardon. Et il a profité justement des erreurs du pilote Gas-Gas, de prendre quelquefois l'avantage et ainsi de suite. Et c'est un duel qui nous a tenu jusqu'à la fin, dans l'avant-dernier tour, dans l'avant-dernier virage de la course, où Sergio Garcia a pris l'intérieur de Denis Foggia. Il a quand même passé la ligne d'arrivée pour 146 millièmes sur l'Italien. Et la belle image de tout ça, c'est Denis Foggia qui le félicite directement, appelle la ligne d'arrivée passée. Et ça montre une fois de plus sa maturité et son fair play. Alors, dans cette course, il y a aussi la remontée du pilote Sasaki. C'est ça, Hein exactement. Il partait Pilote de Max deuxième. Biaggi. Excuse-moi, Non. pilote de Max Biaggi. Il partait deuxième. Il le savait avant le Grand Prix qu'il était pénalisé d'un long lap parce qu'il avait été été jugé responsable de la chute d'Andrea Mignot au Grand Prix d'Indonésie. Donc il l'a fait très tôt dans le deuxième tour et après il a été relégué à la 18e place et il n'a pas perdu de temps. C'est simple, il a directement beaucoup attaqué jusqu'à la lutte avec son compatriote Tatsuki Suzuki pour la 3e marche du podium. Et comme Garcia, il a fait la même chose. Il l'a dépassé dans le 13e et avant-dernier virage du circuit, cette fois-ci à l'extérieur, pour signer son premier podium de la saison. Il y a un malheureux dans cette course, ouais. Non, c'est bien pour Sasaki parce qu'on se souvient au Qatar, il avait mené je ne sais plus combien de tours avant de perdre son carénage. Et, Ouais. Enfin, je veux dire, donc c'est bien de pouvoir le voir sur le podium. Et... voilà. On va parler d'Izan Guevara. Exactement. Il a rapidement pris la tête de la course. Il partait troisième, oui. C'est ça, mais malheureusement, dans le 10e tour, il y a eu un problème électronique avec sa moto qui a directement coupé. C'est dommage parce qu'il a vraiment fait un bon début de week-end, un petit week-end du coup. Et c'est mauvais en soi pour le championnat parce que certes, il est toujours 3e, mais il est à 30 points de son coéquipier Sergio Garcia, qui, on sent, il y a une petite rivalité qui commence à naître un petit peu sur la piste. Il retrouve le circuit, je rebondis, parce qu'Izan Guevara, il a gagné son premier Grand Prix à Austin l'année dernière, dans des circonstances quand même particulière, mais il retrouve le circuit dans quelques jours. Donc. Garcia n'était pas là, parce que lui, il était blessé, au rein. il était touché au rein. Ouais, exactement.
On a eu une mauvaise image aussi dans cette course. Voilà, on a eu la bonne, mais aussi la mauvaise. C'est Romain Mazia qui est venu donner un petit coup sur les casques d'Andrea Mignot après leur chute, leur accrochage au virage 13, toujours. Et donc, cette action qui a été jugée comme un incident de course. Donc, on a eu 2 pilotes énervés, mais surtout 2 résultats blancs. Et c'est quand même le deuxième pour Andrea Mignot. Donc, en 3 courses, 2 fois 100 points, alors qu'il est quand même performant cette année. Avant de C'est passer au dommage. Moto 2, Jean-Marc, les pilotes qui se tapent comme ça, qui se chauffent. Quelle est la limite, Jean-Marc? Parce que tu as été pilote, tu sais ce que c'est. La limite, en fin de compte, c'est vrai qu'il peut y avoir des bagarres, on peut éventuellement... Il y a des faits de course, en fin de compte. Des faits de course où nous, on n'a pas trop notre mot à dire, malgré tout. Il y a aussi des faits de course qui sont générés par l'attitude des pilotes. Donc, Je me souviens de Fenati, par exemple. oui, le coup du levier de frein, tout ça, c'est un peu... alors, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu, nous, ce genre d'attitude au niveau des championnats de France. Il y a toujours cet esprit de compétition. Alors, il débranche un peu. C'est vrai que parfois, il y a des accrochages qui sont liés vraiment avec un mauvais comportement. Donc là, on a tendance à les prendre, à les emmener en direction de course et leur expliquer. Il y a toujours une négation quand ils arrivent, souvent quand on leur fait voir les vidéos après. Et puis, c'est là où l'expérience joue. Parce qu'il y a des accidents, on voit qu'il y a vraiment eu envie de le faire. Eric, il en a une à nous raconter. Non. Je disais que par rapport à ça, ce que vient de dire Jean-Marc, c'est vrai, même le week-end dernier en championnat de France, ça s'est un petit peu chauffé en Superbike, il y a eu quelques petites choses, mais comme le dit Jean-Marc, c'est un peu l'intensité de la course qui fait. C'est plus le comportement du pilote, en fin de compte. Parce que, comme je le disais, il peut y avoir un fait de course, c'est une fois. Voilà, il peut y avoir des sorties de trajectoire, ça revient. Mais après, nous, on a tendance à surveiller tous les pilotes, notamment les jeunes, parce que c'est là où il faut rester assez vigilant et puis les surveiller et leur faire comprendre que parfois, c'est pas comme ça qu'on se comporte sur une machine. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui avec un pilote du championnat de France, voilà, qui a déjà en 600 eu un comportement un peu agressif parfois. Et là, les 1000, on roule pas de la même manière. Il Ça faut a été rester... chaud quand même ce week-end. Non, mais Enfin, le complètement, week-end dernier, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Parce qu'on on parle de comportement dans le foot, dans le rugby, mais là, on est sur un sport dangereux. Oui, complètement. Aussi. Après, le comportement, il peut... nous, il y a vraiment une grosse discussion qu'on va avoir avec lui parce qu'il y a un moment donné, tu peux lui mettre des sanctions, des choses comme ça, mais il y a une attitude quand même qu'il faut qu'il change. On passe au Moto 2, Margot? Allons-y. Donc, c'est un très bon début de saison quand même pour Celestino Vietti. 2 victoires cette saison. C'est d'ailleurs sa 2e victoire dans la catégorie aussi, en 3 courses. Donc, c'était pas forcément le meilleur sur toutes les sessions du week-end, mais il a réussi à trouver le plus. Il a fait une petite modification sur sa moto. Et dimanche, dès le warm-up, il a montré qu'il avait vraiment un meilleur rythme de course. Il s'est lancé de la 6e position. Il s'est vite retrouvé à la 2e position derrière Fermin Aldeker, qu'il a doublé dans le 4e tour. Et justement, on a vu que son rythme était très bon parce que dans la 2e partie de la course, il roulait en 43,5. Alors certes, il a fait des petites erreurs en tirant un peu large et Somkiat Chantra en a parfois profité, une fois d'ailleurs. Il a quand même dominé toute la course et il a réussi à s'imposer sans trop de problèmes. Et puis en parlant d'erreurs, je crois qu'il y en a une qui a coûté la course justement de Aldeguer. Exactement, c'était l'accrochage quand même qu'on va retenir de cette course. Alors il y a quand même eu 8 autres chutes, mais celle-là était la plus impressionnante. Donc toujours dans ce virage numéro 13, dans le tour numéro 7, Vietti a justement un petit peu trop élargi et c'est Aldeguer qui a saisi sa chance pour peut-être une fois de plus, pour reprendre le lead de la course, sauf qu'il y a eu un contact et sa speed-up est clairement partie en toupie. Il est resté accroché, sauf qu'il a été propulsé par terre sur le sol, la tête la première. Et on a peut-être vu une petite perte de connaissance, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, il va mieux, il est allé au centre médical. Et c'est vraiment dommage aussi pour lui parce que vraiment, il avait un très très bon niveau de performance. Il a été premier, c'est simple, pendant toutes les séances. Maintenant, il est devenu le plus jeune poleman en Moto 2 à 16 ans. Et là aussi, il a aussi enfoncé le clou un petit peu plus en signant le record du tour pendant le warm-up en 1 minute 42 secondes et 546 millièmes. Tu peux aller même plus loin parce que c'est le plus jeune en catégorie Intermédiaire. Devant Lorenzo qui avait 18 ans et quelques. Et du coup, là, à 16 ans, bientôt 17 parce qu'il a 17 ans demain. Oui. Il était temps. Et voilà, il le bat de plus d'1 an. Quoi. Oui. Comme en Moto 3, on finit sur une bonne note. Exactement, avec le doublé des Zendimitsu Honda Asia. Tu l'as bien dit. Donc c'était avec Somkiat Chantra
et Ayugura, bien sûr, donc respectivement second et troisième. Et Somkha Chantra, donc c'était la surprise il y a 2 semaines au Grand Prix d'Indonésie avec sa victoire. Au final, il est encore aux avant-postes, donc on peut même plus forcément parler de surprise, mais il a peut-être les qualités pour se battre justement devant. Il est quand même passé, comme je vous ai dit, devant Vietti une fois. Ils étaient dans des chronos similaires et c'est tout simplement son meilleur début de saison en Moto 2. Il faut rappeler qu'il a fait que 2 courses parce qu'il était aussi absent au Qatar. Et je finis avec Ayugura qui partait 8e et qui a eu un petit duel avec Aaron Canet qui nous a tenu en haleine jusqu'à la fin de la course. Et comme en Moto 3, il a aussi doublé dans l'avant-dernier virage dans le dernier tour pour finir sur la 3e marche du podium. En tout cas, il est sacrément sympa, ce Thaïlandais. Ouais. Les interviews à l'arrivée, c'est assez génial. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir un peu des fraîcheur. des nationalités différentes, avec des cultures différentes et des attitudes différentes. Donc c'est... Le doc a une note à attribuer. Non, petit. 0. Non, mais je veux. Quand il parlera thaïlandais, il reviendra donner des notes. Non, c'est juste pour rebondir sur ce que tu dis, Michel. C'est vrai que c'est de voir d'autres nationalités, c'est aussi pour montrer que l'Asia Talent Cup est une très bonne école. Parce qu'on parle souvent de la Red Bull Rookies Cup avec des pilotes comme Martin, comme Zarco, comme beaucoup d'autres. Mais l'Asia Talent Cup, là, je crois que c'est la première fois que 2 pilotes de l'Asia Talent Cup partagent le podium en Moto 2. Ayugura et Somkha Chantra qui sont de l'Asia Talent Cup. Mais on peut citer Denis Onchu, on peut citer Chan Onchu, on peut citer. Exactement, qui ont gagné Exactement, Sasaki, Cup, je pense Sasaki Kié, Toba. Enfin voilà, tu as énormément de pilotes de l'Asia Talent Cup ça commence à porter ses fruits aujourd'hui. Et on va peut-être retrouver l'époque japonaise d'antan des années 90. Michel, lequel pilote de Moto 2, voire de Moto 3, tu verrais rapidement en MotoGP? Bah, là, c'est Vietti qui fait assez bonne impression, hein, parce qu'il a quand même pas une carrière très longue, et voilà, il a la VR46 derrière lui. Il est très mature dans ses analyses. Je trouve assez, ouais, il a les pieds sur terre, il est lucide par rapport à ses performances, par rapport à la suite. Il dit voilà, qu'il va falloir attendre le retour en Europe, il a une bonne analyse de ses premières courses qui sont, c'est vrai, à chaque fois sur des circuits un peu spéciaux, des conditions particulières. Donc, s'il embraye comme ça, en tout cas sur l'Espagne, France, Italie, là, je pense que ça sera vraiment le client, parce que derrière, hormis Canet, qui est un peu court encore, c'est un peu irrégulier, quoi. On a vu des pilotes VR46 se casser les dents, parce qu'on se souvient de Baldassari qui avait fait un très bon début de saison il y a quelques années, mais qui, une fois arrivé en Europe, face à Alex Marquez, avait galéré. Il a le gabarit pour passer, pour rouler en Moto 2, en MotoGP après. Il faudra surveiller Acosta en Moto 2. Alors en Europe, les courses ont commencé. En France, les courses ont commencé. On en parle tout de suite dans le Sunday Race Recap. Grosse actualité avec la proximité des 24 heures moto qui arrive très bientôt. Le championnat de France Superbike qui vient de se dérouler. Eric, on commence par quoi? On va commencer par le championnat de France, tout simplement. Honneur aux sportifs qui ont couru, on va dire ça comme ça. Avec, c'était le week-end dernier. Super beau temps, 20 degrés, 10 000 spectateurs au Mans. Donc, un rendez-vous plutôt réussi pour un retour du public. Donc, ça, c'était plutôt pas mal, Jean-Marc. Et puis, en catégorie Rennes, en Superbike et en Supersport, ça a été une démonstration de Valentin Debise qui a fait les 2 pôles, qui a fait les victoires sur les 600, sur les 1000. Et puis ce qui est surtout impressionnant, c'est que les 2 courses s'enchaînent. C'est-à-dire que dans le programme du championnat de France, c'est Supersport puis Superbike. Donc en fait, il n'a même pas le temps d'aller au podium. Il descend de sa moto en parc fermé, il va dans son box, il boit un coup, il discute avec son mécano, et là c'est la procédure de départ pour le Superbike. Donc voilà, Valentin Debise, il fait 50 minutes de moto non-stop quasiment, et il gagne à chaque fois. On va l'inviter. Freddy Spencer, voilà, en 250 et en 500. 1985. Voilà. Il sautait d'une moto à l'autre.
Alors bon, Valentin, il n'a pas été tout seul non plus ce week-end. En 600, il a eu quand même un peu maille à partir avec des jeunes qui sont là, c'est bien. Il y a Mathieu Luciana qui est redescendu du Superbike, qui vient en Supersport. Mais il y a surtout la nouvelle génération. Il y a Enzo de la Vega qui est là, qui est un transfuge du Mondial Supersport 300. Il y a Mathieu Gregorio qui a été aussi, qui a fait deuxième en première manche. Et puis il y a Loïc Arbel qui revient du championnat d'Espagne. Il a fait une bonne partie de sa jeune carrière pour l'instant en Espagne. Il a fait troisième dans la première manche et il a fait deuxième dans la seconde en prenant la tête de la course. Donc peut-être qu'en super sport, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour Valentin Debise cette année. Après, en Superbike, il y a eu, comme on le disait, quelques frictions parmi les Bleus, puisque cette année, Valentin roule Yamaha alors que l'an dernier, il roulait Kawasaki. Ça s'est un petit peu frotté avec Mathieu Ginès. Il y a eu quelques petits échanges dans le parc fermé, mais bon, tout ça devrait rentrer dans l'ordre, on l'espère, en tout cas à Nogaro. Je peux te poser une question juste Ouais. pour le Supersport. Est-ce que le règlement va aussi autoriser comme mondial Supersport Ça, on l'attendait pour cette année, puisque la Ducati notamment, la Triumph, la MV Agusta, pour l'instant, moi, les échos que j'en ai eu, puisque j'étais aussi un des premiers concernés, c'est que la Fédé attend de voir comment ça se passe au niveau mondial pour ensuite éventuellement appliquer la saison prochaine la réglementation, parce qu'on sait que la réglementation en mondial va évoluer tout au long de la saison, parce que c'est toujours compliqué les championnats où il y a des équivalences. On se rappelle du Superbike, Jean-Marc roulait à cette époque-là. C'était au siècle dernier, mais j'y étais aussi. Mais quand il y avait des 750 4 cylindres Honda et des 1000 bicylindres Ducati, il y a toujours une part de. Après, il y avait une question de l'aise, de poids. Enfin, c'est toujours compliqué. Voilà. Donc ça pour le super sport. Après, donc pour le Superbike, on a eu une belle course donc entre Valentin Debise et Mathieu Ginès. Et puis derrière, deux fois Freddy Forêt sur la Kenny Forêt, pardon. À chaque fois je la fais, donc c'est normal. Kenny Forêt sur sur la troisième marche du podium. Et puis dans la première manche, c'est Grégory Leblanc et Alan Techer qui complètent le top 5. Et dans la deuxième manche, c'est de nouveau Alan Techer et Axel Morin qui complètent le top 5. Après, en 300, c'est Enzo Damani qui a réalisé le doublé. Donc là, de ce point de vue-là, bonne entame de championnat. Et puis dans la catégorie qui retient un petit peu l'attention cette année, l'objectif Grand Prix. Donc dans la catégorie NSF 250, c'est Benjamin Caillé qui est un petit peu couvé par la filière auvergnate. Hein, et par les médias aussi. Oui, par les médias. GP Racing, voilà, Track. Il est partout, le Traquant. Hein. Il est partout. Voilà. Dominique Saron, enfin, tout le monde est là. Claude Michy, enfin bref, voilà. Donc, en tout cas, il a répondu présent. Ça, on ne va pas lui retirer ça. Benjamin Caillé gagne les deux courses dans sa catégorie. Et puis en pré-moto 3, puisqu'il y a les NSF 250 d'un côté et les pré-moto 3 de l'autre, c'est Mathias Rostani qui aurait dû faire le doublé. Il s'est imposé largement en première manche et dans la deuxième, il a connu un problème technique. Et c'est Loris Veneman qui a été récupéré la victoire. Et puis enfin, doublé Reeves Rousseau dans la catégorie Rennes du Sidecar. Est-ce que tu es officier, Jean-Marc, ce week-end au Mans? Oui, c'était difficile ou ça a été... une reprise un peu... pas difficile, mais on a tout de suite été mis dans le bain, parce qu'il y a eu beaucoup de... directeur de course, hein, c'est ça. Il y a eu non seulement, on avait beaucoup de pilotes, c'est ça qui était agréable, on avait des grilles avec 40 pilotes d'inscrits, et après une certaine tension avec ces pilotes qui reviennent des championnats espagnols, italiens, tout ça. Donc on sent qu'ils ont vraiment envie de dire Valentin il va bien, mais il faut qu'on arrive à le doubler, mais c'est bien parce que je pense qu'ils ont vraiment une belle opportunité de voir Valentin à cet endroit-là, parce que il roule quand même très vite. L'année dernière, je me souviens qu'il s'était imposé dans les deux manches, mais avec beaucoup d'avance. Ouais. J'avais été surpris, il était capable de mettre pratiquement 2 secondes au premier tour. Valentin Debise, c'est un pilote qui est passé par le Moto 2, championnat de France, Moto 2. Il est parti aux États-Unis faire le Yamaha Superbike. Ça l'a... Il est incroyable dans les débuts. Ça l'a forgé. Bien sûr. Ouais, puis il a une approche qui est totalement différente de certains. Il est un peu à part. Des fois, on le dit, Valentin, mais c'est pas méchant, mais il est vraiment dans son monde. Et puis, c'est le genre de pilote qui est capable de claquer la porte parce que ça lui plaît pas. Peu importe si c'est politiquement correct ou pas, et ça sera comme ça. Et c'est ce qu'il fait. Pour moi, il me fait un peu penser à Anthony West. Côté un peu mercenaire, voilà, il aime la course, il a envie de. Il enchaîne les catégories, c'est génial. Et c'est un peu la fraîcheur. Voilà, il est capable d'aller, tu l'as dit, il a roulé aux États-Unis. Pourquoi pas, je pense que si on lui propose une course genre Tourist Trophy, il est capable de dire oui. Enfin voilà, il est éclectique et
et il aime, enfin, sa passion de la moto transpire, quoi. Et ce qui est Alors, le drôle, champ- c'est qu'il ouais. n'était pas engagé il y a 15 jours. Ouais. On en a parlé Ouais. avec le président lors de la première d'After Sunday, mais voilà, comme quoi et puis on va saluer quand même Louis Moto, parce que s'il est là, c'est Louis Moto qui fait qu'il roule et à la fois en Superbike et en Super Sport. Voilà. Très bien. On Eric, reste au Mans. les 24 heures du Mans. Ouais, on reste au Mans. Les 24 heures du Mans, ça sera la semaine prochaine, La le semaine week-end prochaine, prochain. Tu y seras, Jean-Marc? Il Voilà, paraît. j'arrive le mercredi. Voilà, donc là, dans la foulée du championnat de France, il y avait les essais près 24 heures. Alors, on avait 20 degrés au Oui. championnat de France. Eux, ils ont eu la pluie, limite la neige et le froid et le vent. Aux essais, c'est le Yacht qui a réalisé la meilleure performance, donc l'équipe Yamaha autrichienne, donc une 35-707, c'est le meilleur chrono réalisé, devant la Ducati ER6 qui a été assez surprenante. Alors, malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle pour la Ducati, c'est que Zanetti, qui est le pilote maison qui officie au guidon de cette machine, s'est blessé ce week-end en CIV en Italie. Et logiquement, il devrait être forfait pour les 24 heures du Mans. Donc, il va falloir trouver un autre pilote chez Ducati. On verra bien. Troisième temps pour la Suzuki Yoshimura. Donc, on travaille. Guintoli, Greg Black qui s'est pris aussi une grosse chute à l'entrée de la chapelle. Il a d'ailleurs décidé de lui-même de ne pas rouler le deuxième jour parce qu'il avait a priori un problème au talon, peut-être une fracture, donc il s'est préservé. Et voilà. Et quatrième temps donc pour FCC Honda TSR, et le top 5 est complété par la BMW numéro 37. La petite déception, alors qui s'explique aussi, c'est la Kawasaki SRC numéro 11 avec Randy Depugné, qui est seulement 10e de ses essais, parce qu'en fait c'était leur premier roulage et ils ont toute une nouvelle électronique à développer. Donc voilà, ça va arriver et puis ça va se faire. Et puis on va signaler l'arrivée d'un pilote de MotoGP, encore un en endurance, c'est Bradley Smith sur la machine du Yamaha Moto 1 de Pierre Chapuis. Eh oui, Voilà. eh oui. Pierre L'ancien Chapuis. type de Randy. Voilà. Tu y seras, Michel? Oui, Bon, bien sûr. avec Le notre doc ami aussi, Maxime euh. Martin. Voilà, et puis Les autres sont ici, ouais. parmi les malheureux aussi, je parlais de Zanetti, on va rebondir là-dessus, c'est juste pour dire que Louis Rossi aussi a été victime d'une chute. Alors heureusement, sans trop de gravité, on se rappelle qu'il s'était blessé très sérieusement aux essais du Boulder l'an passé sur la Ducati, et là il roulait pour la Mako, il a perdu confiance dans le team et il a décidé de partir, de quitter la structure, et apparemment il annonce qu'il serait au départ quand même des 24 heures. On verra tout ça. Eric, on parle de Superbike, Ouais. Super Sport. Ouverture du mondial Superbike ce week-end à Aragon. Donc là, évidemment, on va suivre ça avec intérêt. On va suivre peut-être le retour de la revanche de Toprak Razgatlioglu contre Jonathan Rea. Ça sera certainement ce qui va suivre toute la saison. Et puis, derrière, il y aura des arbitres. On le voit à l'image, là, le retour de Bautista chez Ducati. Ça a un peu surpris tout le monde. La surprise aussi, c'était Scott Redding qui est parti chez BMW alors qu'on le voyait bien installé chez Ducati. Van den Mark, son coéquipier, sera absent. Il s'est cassé blessé. en VTT, il s'est cassé la jambe. Donc il y a que Michalchik, pilote qui tchèque, qui fait les, non pas tchèque, slovène, Non, ukrainien, voilà, qui fait, il sera là. Il roule celui qui a fait Ouais. il roule là, il fait les essais, et il roulera. D'accord. Voilà, et donc c'est lui qui le remplacera. Et puis il y a aussi la nouvelle garde chez Honda, que des jeunes, des transfuges des Grands Prix, Icar Lecuona et Javi Vierre, voilà. Et puis évidemment, on suivra nos Français, Loris Baz, Christophe Ponson, Lucas Mayas, qui ont fait des bons essais. Et puis en Super Sport, le GMT 94. Bien sûr, avec Christophe Guyot qui viendra bientôt sur ce plateau. Christophe, évidemment, il est invité. On va terminer cette émission avec un petit zoom technique, Thomas. Oui, effectivement. Ah ouais. Tu mets une note? Non, je ne vais pas mettre. Enfin, si, on pourrait mettre des notes, justement. Alors, est-ce qu'il y a une. Alors, oui, on lance le jingle. Zoom technique. Sur le zoom technique, on ne va pas parler spécifiquement de technique, on va plus parler des circuits en général. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer la semaine dernière la fameuse chicane installée sur le Red Bull Ring. Oui. Donc, c'est suite à plusieurs plaintes de pilotes, mais surtout à la suite de l'accident, on pourrait appeler ça un accident, entre Johan Zarco et Franco Morbidelli qui a bien failli se terminer par un drame. Et donc, pour réduire la vitesse dans cette longue ligne droite, avec une petite cassure, et ils ont mis une chicane, un pif-paf. Donc, je ne sais pas si on doit mettre une note ou pas.
Ouais, je suis pas certain de l'intérêt de ça. T'avais roulé à Zelbec, toi, ou pas Ouais, il y a longtemps, ouais. Et on se chicane. rappelle que où Régis Lacogny avait eu son Ouais, accident. mais ça, c'était encore autre chose. parce C'était, que ouais, ça, non, mais c'est- c'était une chicane. Tu vois ce que je veux Oh dire? non, c'était Ah, un, non, non, virage à droite. non, c'était une chicane au début de son. En quand Afrique il est- du Sud, là. Non, non, pas en Afrique du Sud. Non, à Zelbec, mais c'était un premier droit. À l'époque, le circuit montait, Il montait beaucoup, montait ouais. plus haut. Un ouais. virage à droite en haut. Il y avait un et virage à après, droite ça assez Non, mais le serré. premier virage, c'était une chicane. C'était une Euh, chicane. Et là, en fait, on va déplacer le problème parce que finalement, ils vont sortir du premier virage, ils seront pleine balle et ils vont arriver tous de front dans un entonnoir et dans une chicane. Après, ils réduisent l'objectif, c'était réduire la vitesse. Ouais. Donc, Parce que là, on est en tournée quand même à 188 km/h de moyenne Ouais. en qualif. c'est vrai que ça toujours été arrivait, un circuit ça arrivait rapide, ça a toujours été. le freinage de deuxième virage, Ouais. c'était quand même chaud. Et effectivement, c'est une ligne droite, mais Avec une en fait, cassure. il y a une espèce de cassure à gauche quand même. C'est pas très beau, mais voilà. Si ça améliore la sécurité, je pense que tout le monde est OK. Je pense qu'on en reparlera, mais bon, on verra. On en reparlera, on en reparlera. On va boucler cette émission, cette très belle émission. On a beaucoup parlé d'Aleix Espargaro. D'ailleurs, Margot, ton coup de cœur, C'était Aleix aussi, hein, bien sûr. c'est Aleix aussi. Oui, tant de travail depuis des années, et là, enfin, il est la preuve en lui-même que le travail paye et que tout est possible. Voilà, C'est ça. très beau L'espoir Grand fait Prix vivre. d'Argentine. On se retrouve dans une semaine très exactement. Ce sera le Grand Prix des États-Unis. On va débriefer Les Amériques, David. ce Grand Prix des Amériques, ouais, à Austin. Marquez, il vient ou vient pas alors? Ah ben, Alors, je Michel, pense qu'on saura ça demain, mais à mon avis, il va essayer d'être là. Ah, je pensais que tu allais dire qu'il serait pas là. Non, je pense qu'il a envie d'être là. Ah oui, oui, Ah, c'est sûr. c'est chez lui. C'est sûr. et puis C'est surtout, chez lui, il gagne. il a gagné à chaque sauf- fois, sauf en 2019 où il tombe alors qu'il était en tête sur un petit problème de boîte de vitesse, a priori. Ouais. Donc, Eh ben, l'info, vous l'aurez et demain. puis, je pense que les résultats de ses petits camarades le motivent, hein, parce que mine de rien, là, il peut revenir il a rien Personne s'est perdu pour le échappé titre, au quoi. championnat. Non, Les favoris sont un peu englués. c'est ça. Très bien. Merci Jean-Marc d'être venu nous rejoindre. Merci Margot. Merci Michel. Thomas, on se retrouve la semaine prochaine. Ben, on Eric se aussi. retrouvera en visio, hein, David. On parce se, que nous, on se voit en visio, bien On ne sûr. sera pas rentré le lundi. Eh oui, les Amériques. Les Américains. Les Amériques. Surtout Et avec toujours- le fret. Il rentre avec Donc, le fret. Michel. Surveillez bien la page After Sunday. Demain, Michel va vous donner en exclu l'info si Marc Marquez roulera au Grand Prix des Amériques. En attendant, il y a beaucoup de lots à gagner. 2 places pour le Shark Helmets Grand Prix de France à gagner. Il suffit de liker notre page, de faire un petit commentaire et d'être tiré au sort. Il y a un concours de pronostics. Surveillez bien la page After Sunday parce qu'on va vous lancer le concours de pronostics. Et il y a une combinaison en cuir, une combinaison de pistes est resté, le concours, le podium est resté à gagner sur l'ensemble des meilleurs pronostics des 3 prochains Grands Prix si ce n'est pas gagné. Et puis toujours des écrans à gagner, des livres. Michel, tu as des livres à faire gagner? Oui, La j'ai- parenthèse, bien sûr. Oui, Il y a les tiens. oui, biographie de Fabio Quartararo, celle de Rossi, et puis je vous ai donné aussi un petit livre d'or. Voilà, et puis un écran d'Alex Marquez, des sliders dédicacés, plein de cadeaux. Surveillez bien la page After Sunday. À très bientôt. Très bientôt. Merci à tous. À très vite.